Surprise! 2 joueurs sortis du centre de formation de l'OM, ou presque, engrangent des minutes avec les pros en ce début de saison. Il s'agit d'Emran Soglo et de François-Régis Muguet. Si Marcelino n'est pas encore très populaire chez les supporters, il ne faut pas non plus avoir peur de dire lorsqu'il fait de bonnes choses. Car oui, pour moi, c'est une bonne chose et je vous explique pourquoi. Stop. Avant de parler de l'intégration de ces 2 jeunes joueurs, il est très important pour la suite d'exclure 2 termes, crack et chèvre. On ne va pas juger de leur niveau, ni faire des projections complètement incertaines sur leur carrière puisqu'elles ne font que débuter, mais simplement parler de l'importance symbolique de voir 2 jeunes sortant de la formation olympienne intégrer le groupe professionnel. Bon, maintenant qu'on a bien mis ça en place, on peut reprendre. Sur les 5 premiers matchs officiels disputés par l'Olympique de Marseille, François-Régis Muguet et Emran Soglo ont disputé 189 minutes de jeu. Le franco-anglais a même inscrit son nom au tableau d'affichage à Metz en marquant son premier but, alors que le Camerounais, lui, s'est contenté d'inscrire le sien pour le moment sur les maillots des supporters. Bon, il avait aussi marqué en Coupe de France la saison passée. Encore une fois, parce qu'on ne le dit jamais assez, attention aux enflammades de type Krakito. Il s'agit peut-être tout simplement de 2 mecs qui vont devenir d'honnêtes joueurs de Ligue 1. Et alors, t'es content de ça, toi? Que ça joue à la place d'un mec qu'on aurait recruté qui aurait été bien meilleur et élevé le niveau de l'équipe? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ça donne des gages au centre de formation, on va y revenir, mais en plus de ça, le mec qu'on aurait recruté qui était supposément meilleur, on l'aurait payé beaucoup plus cher à l'achat et on l'aurait payé beaucoup plus cher tous les mois. Et tout ça, pourquoi? Pour qu'il dispute simplement des bouts de match, des miettes de temps de jeu. Car c'est par là qu'il faut commencer. Les miettes de temps de jeu doivent forcément aller au centre de formation. Le supporter, il estime presque toujours que son club a un effectif trop court, qu'il faut encore aller recruter. Mais il veut aussi que son club sorte des joueurs du centre de formation. Or, ces 2 composantes, elles sont incompatibles. Bien oui, le temps de jeu en équipe première, il est forcément limité. On ne joue que 90 minutes, quelquefois 120, et on ne peut mettre que 11 joueurs à la fois sur le terrain. Ça limite le temps de jeu, ça limite la possibilité pour les joueurs qu'on achète ou qu'on fait grandir de s'exprimer. Oui, mais si tu fais tourner avec les blessures, les suspensions... Oui, mais non en fait, même avec les blessures, les suspensions, la DTN a prouvé dans une étude qu'elle a publiée début 2021 que en Ligue 1, de 2016 à 2020, les 11 premiers temps de jeu se partagent 72% du temps de jeu global et les 16 premiers, 90%. L'impact à partir du 26e temps de jeu est ridicule puisqu'il représente sur la saison 2019-2020 0,1% du temps de jeu. Si on part du principe que l'effectif moyen d'un club de Ligue 1 compte 35 unités, cela signifie que 10 joueurs ne jouent donc jamais avec l'équipe première. Oui, mais pas à l'OM. Nous, on joue la Coupe d'Europe et tout, il y a plus de temps de jeu. Ok, allons voir la répartition du temps de jeu dans l'effectif de l'Olympique de Marseille l'an dernier avec la Ligue des Champions et un quart de finale de Coupe de France. Si on additionne tous les temps de jeu, on obtient 47 609 minutes au total. En ne prenant en compte que les 11 plus gros temps de jeu maintenant, donc en s'arrêtant à Sead Kolasinac, on obtient 36 444 minutes jouées par ces 11 joueurs, ce qui nous fait 76,54%. Ça alors, plus dingue encore, en prenant les 16 premiers temps de jeu, en les additionnant, on obtient 43 322 minutes accumulées, ce qui représente 90,99, donc 91% du temps de jeu global. Qu'est-ce que nous disait le rapport déjà ? Les 11 premiers temps de jeu se partagent 72% du temps de jeu global et les 16 premiers, 90%. Bizarre. En fait, pour reprendre un terme utilisé dans le football belge, une fois que l'on a un noyau suffisamment fort de 16 joueurs, il faut être conscient que les autres derrière, ils se partagent des miettes. Il faut peut-être 1 ou 2 joueurs de complément, ok, mais après, tout le reste du temps de jeu doit aller aux jeunes. Si l'on regarde un peu les joueurs au-delà de la 16e place l'an dernier à l'OM, il y a
des échecs mercato, le gardien remplaçant, ok, pourquoi pas, énormément d'avant-centre, l'occasion de constater encore une fois la grosse galère mercato à ce poste-là la saison dernière et des miettes de miettes pour les 3 jeunes du centre de formation. Recruter des Suarez, des Touré, voire même garder Pape Gueye à l'OM l'an dernier en première partie de saison, en fait, c'est boucher leur carrière pour accumuler 1%, 2% du temps de jeu. Il est évident que ces gars-là sont beaucoup plus prêts à affronter l'OM que Muguet ou Soglo, ça c'est clair. Mais le problème pour ces professionnels un petit peu plus aguerris, c'est qu'il y a 16 mecs devant eux. 16 mecs devant eux qui vont accumuler 90% du temps de jeu. Vous pensez sans doute, je vous entends d'ici, que c'est seulement parce qu'on avait Tudor qui faisait peu tourner. Bon, allons voir la saison d'avant où il y avait encore plus de compétition avec un coach Sampaoli à qui l'on reprochait limite de trop faire tourner. Et surprise, les proportions sont similaires avec 72,17% du temps de jeu global qui est allé au 11 le plus utilisé et 89,78, donc 90% peu ou prou, aux 16 les plus utilisés. Les mecs 17e, 18e, 19e, ils ne vont que très peu jouer, même avec plein de compétitions au programme pour l'Olympique de Marseille. Et ces très peu de minutes, elles vont limite saboter la carrière de pro un peu plus aguerri. Alors que ces très peu de minutes, si on les donne à des jeunes du centre de formation, elles vont 1. Lancer des carrières, 2. Créer un sentiment d'identification chez les supporters toujours heureux de voir des jeunes sortir du centre. 3. Même peut-être donner confiance aux parents de jeunes qui vont se dire « Ok, bah, mon minot, peut-être que si je le mets à l'OM, il a peut-être une chance de percer. » Et comme je suis plutôt un mec qui a de la suite dans les idées, je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo, mais j'en avais déjà parlé à Pablo Longoria en conférence de presse il y a 9 mois. Écoutez. Oui, Président, j'aimerais revenir sur un sujet qui semble vous tenir à cœur, la formation. Tout à l'heure, donc, on a parlé un petit peu de la difficulté justement d'avoir des joueurs qui intègrent l'équipe première. Tous vos prédécesseurs parlent de formation tout le temps, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à tout le monde à l'Olympique de Marseille, mais les seules fois où il y a eu des joueurs qui n'étaient pas des cracks, j'ai l'impression ces 10 dernières années qui ont été intégrés à l'équipe première, c'est sous Bielsa parce qu'il n'y avait pas d'argent pour recruter, et sous André Villas-Boas où on a eu des Perrin, des Hackey, où il n'y avait pas d'argent pour recruter. Tout à l'heure, on a aussi parlé des 3% de temps de jeu d'Isaac Touré. Est-ce que ce qu'il ne faudrait pas réellement changer à l'Olympique de Marseille, c'est que ces 3% de temps de jeu n'aillent pas à des joueurs du centre de formation, plutôt que de recruter des joueurs qui sont pleins de promesses, mais qui prennent peut-être cette place-là, qui pourraient faire rêver les jeunes de la région, et qui pourraient aussi faire grandir, parce qu'on a vu des Eric Demeco, des Benoît Coé, qui ont fait carrière à l'Olympique de Marseille, qui n'étaient pas du tout des cracks en formation. Donc voilà, est-ce que c'est pas sur ça qu'il faudrait se concentrer pour réformer la formation à l'Olympique de Marseille? C'est un bon débat. Je suis d'accord à dire la vérité que les temps de jeu, dans un pourcentage plus réduit, dans un effectif, la meilleure des optimisations, c'est qu'il doit venir avec des joueurs de centre de formation. C'est une bonne réflexion et je crois en ça. Comment réussir au centre de formation? La première chose et la première réponse est claire, c'est le niveau. Pour moi, donner des cadeaux, je n'aime pas faire des cadeaux dans ma vie, à personne. C'est une question d'exigence et c'est une question de niveau. Si tu as le niveau, tu mérites. Si tu n'as pas le niveau, tu ne dois pas faire des cadeaux. Mais dans le football et dans la vie, je crois en ça. Parce qu'en plus, quand tu fais des cadeaux, spécialement dans le football, après tu fais des monstres. Ça te permet de nourrir des monstres. Mais c'est vrai, pour moi, ça passe pour des questions qui sont importantes. La première chose, c'est de croire. Et avoir le courage à jouer avec des joueurs qui viennent de centres de formation. Ça, c'est important et ça, c'est une des choses qu'à niveau des clubs, on doit croire. Et on est obligé à y croire. Mais c'est une question aussi d'avoir les niveaux et de former des joueurs avec une adéquation à ce qu'on veut voir dans le futur. Avec Longoria, en fait, on est d'accord sur la base, mais il ajoute 2 paramètres importants. Volontairement, je vais commencer par le second point, c'est le niveau. Il parle de niveau. Alors il y a le niveau footballistique et puis on peut aussi parler du niveau psychologique, mental. Il faut être très fort pour jouer à l'Olympique de Marseille et il est certain que tout un tas de jeunes au centre de formation se croient plus forts qu'ils ne le sont réellement. Mais pas tous. Et les autres, ceux qui sont prêts à travailler, il faut les accompagner, il faut les rendre meilleurs qu'ils ne sont. Bref,
fait, il faut faire de la post-formation. Et c'est là où on retombe au premier point ajouté par Longoria, croire. Croire dans le fait de jouer avec des jeunes joueurs, avoir ce courage-là. Car encore une fois, à l'OM, la moindre erreur est amplifiée, le moindre mauvais résultat ultra zoomé. Et il est beaucoup plus simple de faire comme le font la majorité des entraîneurs, se baser sur des mecs avec de la bouteille qui vous mettent à l'abri d'erreurs de débutants, même pour moins de 10% du temps de jeu. Et donc, ne jamais faire de formation. Vraiment, l'un des points positifs de ce début de saison, on verra par la suite, mais l'un des points positifs de ce début de saison, c'est d'avoir réussi à intégrer ces deux mecs-là dans la rotation de l'effectif. Et je pense sincèrement que c'est dû aussi à Marcelino qui a eu le mérite de croire en ça, de croire en ces deux jeunes joueurs, de croire dans le fait que ces deux jeunes joueurs pouvaient au moins jouer les utilités sur ses premiers matchs. Et puis même plus que les utilités. Soglo, il a quand même marqué à Metz et Muguet, il avait été très remuant contre Reims. Bon, voilà, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a souligné un premier progrès, il ne s'agit pas de jeunes de la région, mais pour aborder ce dernier point, on va laisser le micro à Longoria qui avait indiqué dans une autre conférence de presse la direction dans laquelle devait aller la formation olympienne dans les années à venir. Et comme d'habitude, on jugera sur pièce. Quelle est la différence d'être né à Marseille ou être né dans une autre région au monde? Je peux accepter Buenos Aires, Rio, Paris, la production des joueurs qui sont les trois pilier fondamental de la formation à niveau international. Mais je ne comprends pas que la Real Sociedad, ils sont 14 joueurs nés dans la région, ils sont dans l'équipe première. Et si à Marseille, qu'est-ce qu'on fait de différent avec la Real Sociedad? Ce n'est pas pour une question physique, ce n'est pas pour une question, on peut dire, comment ça se dit, d'ADN, génétique, pardon. Pour moi, c'est une question de travail. C'est une question de travail, c'est une question de mentalité, mais surtout c'est une question d'exigence. Ce que j'ai trouvé dans les centres de formation, c'était que le niveau d'exigence qu'on veut mettre dans l'équipe première et qu'on voit maintenant avec Igor Tudor, ce n'était pas la même au niveau des centres de formation. Et pour nous, le principal passage maintenant dans les centres de formation, c'est de recruter plus à niveau local et d'augmenter 10 fois le niveau d'exigence. J'aime pas le confort.